En fait, ce lymphome m'avait lancé un défi. Un défi d'aimer la vie, de découvrir que je l'aimais encore plus que je ne croyais, et de l'aimer moi-même. Et pour ça, il fallait que je porte ma propre vie et que je choisisse la santé. Il y a quelques années, on m'a découvert une maladie grave, une forme de cancer. Pour les médecins, la seule possibilité de guérison, c'est la chimiothérapie. Et franchement, je sentais pas ça juste pour moi. J'ai décidé de prendre une autre route. Et je me suis donnée à fond. Et aujourd'hui, je peux dire que ça a marché. Je me porte très bien. Il y a quelques années, je pensais que je me portais très bien. Je vivais tranquillement ici, dans cette belle région. Et tout allait bien, c'était l'été, je me baignais, c'était parfait. Puis un jour, j'ai découvert que j'avais une grosseur au cou. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, hein, on va voir ce que c'est. L'été a passé, je ne me suis pas inquiétée parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des nodules à la thyroïde et que c'est bénin, c'est pas grave. Bon, moi j'avais des soucis à la thyroïde à cette époque, je faisais de la thyroïdite, j'étais déjà en hypothyroïdie, j'étais traitée sous lévothyrox et je pensais que j'étais bien prise en main et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Et quand est arrivé l'automne, ben ce nodule, il était énorme. Il avait grossi à une vitesse incroyable. Et je me suis retrouvée, on va dire, à la fin de l'automne, quand même un peu interloquée. Je suis allée voir mon médecin traitant. Mon médecin traitant, il fait faire un scanner et il me dirige vers un spécialiste dans la ville la plus proche de chez moi. Le spécialiste dit, bon, madame, me tâte un peu. Madame, oui, ça évolue vite. Le mieux, c'est d'opérer. Bon, alors il m'envoie chez un chirurgien. Et un chirurgien, eh ben, ça opère. Dit, ça enlève. J'avoue que j'étais pas vraiment consciente de ce qui se passait, que j'ai vu que ça grossissait très vite, et presque plus par coquetterie que par inquiétude, j'ai dit bon, vous m'enlevez ça. J'ai été opérée en tout début d'année, tout début janvier, et j'ai attendu assez longtemps pour avoir des résultats. Et là, le chirurgien que j'ai revu 3 semaines après mon opération m'a dit c'est pas bon. Bon, c'est pas bon, mais c'est quoi, c'est pas bon? Ben, on a envoyé vos résultats à Toulouse parce que on aimerait bien avoir des certitudes. Là, j'ai compris que effectivement, bon, le monde semblait changer pour moi. Je ne savais rien, je ne comprenais rien, et il dit un mot que je ne comprenais pas vraiment. Il dit, ça pourrait être un lymphome. Je repars avec ça et je vais chercher sur internet parce que c'est pas une maladie qui est très connue, et en fait elle est plus répandue qu'on ne croit, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas très médiatisé, c'est pas très connu.
je vais voir sur internet, et là je m'aperçois, ben, c'est un cancer. C'est un cancer qui est provoqué par la multiplication de certains globules blancs qui, en principe, sont destinés à protéger le corps contre les intrus, et en réalité se mettent à se développer de façon exponentielle et à fabriquer des amas qui vont fabriquer des nodules. Donc c'est comme ça qu'effectivement j'avais eu ce nodule qui avait poussé très 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 vite. Je lis ça sur internet, sans trop savoir si c'était bien ça que j'avais ou pas. Et puis je suis allée voir mon médecin traitant, on en a parlé, il a passé les coups de téléphone qu'il fallait, et là j'ai eu la confirmation que j'avais un lymphome. Alors d'une seconde à l'autre, je suis passée de l'état de quelqu'un qui se pensait très bien portant à l'état de quelqu'un qui avait quelque chose de très très grave. Mais ça fait un choc. Hein. Et là, mon médecin me dit, tu sais, il ne faut pas t'inquiéter, bon, maintenant il y a de très bons traitements, la seule chose que je vais te renvoyer chez quelqu'un de très capable, très compétent, et je te recommande de te laisser flotter comme un bouchon sur l'eau, et tout ira bien. Quand je suis allée voir l'hématologue, qui est donc le spécialiste des cancers provoqués par le sang, ben, c'est pareil, il ne disait pas les mots très franchement, mais j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je fasse toute une série d'examens pour savoir exactement quel était mon cas. Et là, ben, je me suis retrouvée devant un cardiologue, sans savoir pourquoi. Et le cardiologue me dit, bon, ben, madame, votre cœur va bien. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que je viens vous voir? Mon cœur a toujours été très très bon. Ah oui, mais vous savez, vous allez avoir une chimio, et la chimio, ça attaque les cellules du cœur. Et puis vous allez avoir différentes chimios, et il faudra avoir des contrôles entre différentes étapes de la chimiothérapie. Ah, alors là, la panique m'a empoignée. Je lui dis, mais c'est pas possible, on veut me détruire. Moi, je voudrais guérir, et puis il y en a qui cherchent à me détruire. Ensuite, l'hématologue, très aimable, très gentil, m'a dit, écoutez madame, il faut savoir ce que vous avez vraiment, donc on va vous faire un prélèvement de moelle. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un prélèvement de moelle, ben, on prend un instrument, et puis on perce un os pour accéder à la moelle osseuse. Alors on choisit les os les plus plats, évidemment, pour que la moelle soit les plus accessibles possible. Donc soit au sternum, soit sur l'aile iliaque. Donc moi, ils ont choisi de faire ce trou, ce percement sur l'os de l'aile iliaque, parce qu'il est assez plat. Je me suis mise à sangloter, mais à sangloter comme un bébé, quand je me suis vue à l'hôpital, avec des gens qui avaient l'air malades, qui avaient l'air de vrais zombies, et moi je n'arrivais pas à admettre que j'étais là. Bon, le médecin a fait son travail, on a fait un prélèvement de moelle, bon, je le recommande à personne, faut à peu près 1 mois pour que ça cicatrise, et bon, c'est quand même assez douloureux, il faut quand même bien le dire. Mais le pire était à venir, parce que quand on m'a donné les résultats du prélèvement de moelle, eh bien, le lymphome existait partout dans mon corps. J'en avais dans la moelle osseuse. Avec les différents examens, les scanners, on m'a trouvé toute une série de petits nodules tout le long du thorax et de l'abdomen. Bref, j'étais malade de façon très généralisée. Le médecin m'a dit que ça faisait au moins 6 ans que le lymphome se développait de façon sourde, sournoise comme on dit, à l'intérieur du corps. Ça, c'était une révélation, de découvrir qu'on pouvait être malade sans le savoir, et que c'est ça, en fait, la logique d'un cancer. Il commence par une cellule, 2 cellules, 20 cellules, 1000 cellules, et on en meurt.
Là, ça a été un énorme choc. D'un seul coup, je regardais les gens, je regardais les autres, comme si j'appartenais déjà plus à ce monde-là. Mais il y a les bien portants, les décontractés, et puis il y a moi qui ai cette espèce de condamnation sur la tête. Ça n'a pas été facile. J'étais seule, je ne savais pas ce que je devais faire. Et il y avait, pour les médecins, c'était une évidence. Un cancer, une convocation à l'hôpital, une chimiothérapie. Pour eux, c'est simple. Mais pour moi, je dis, mais non, c'est pas possible. Il devait y avoir quelque chose. Mais quoi? Ma vie est en jeu, moi je ne sais pas ce que je dois faire. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très étrange qui s'est passé dans ma vie. C'est que j'ai fait des rencontres. 2 rencontres de personnes distinctes et différentes. L'une qui avait vécu au Québec, qui était d'ailleurs québécoise, et l'autre qui avait vécu assez longtemps aux États-Unis. Et ces 2 femmes connaissaient un lieu, connaissaient un centre qui est extrêmement réputé, qui s'appelle l'Institut Hippocrate, qui se trouve en Floride, et qui permet de soigner toutes les maladies, paraît-il, sans le moindre médicament. Ça paraît un peu étrange, et puis on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Et par des parcours différents, ces 2 femmes n'avaient pas séjourné à l'Institut Hippocrate, mais en connaissaient parfaitement l'existence, la logique et les façons de fonctionner. Et toutes les 2 m'ont encouragée, si je pouvais me le permettre, à aller faire un séjour là-bas. Bon, bah alors c'était encore une autre panique, hein, parce que bon, je parle un petit anglais très limité, je comprends à peu près rien quand les Anglais ou les Américains parlent, et ça me semblait le bout du monde. Ben oui, mais alors d'un côté c'était la chimio, et puis de l'autre côté c'était me lancer dans l'inconnu, et c'était pas tellement plus rassurant. Et là est arrivée encore une chose encore plus extraordinaire, c'est que j'ai découvert que dans les jours qui suivaient, eh bien, était organisé à Paris un colloque d'alimentation vivante avec différents intervenants, dont le directeur de l'Institut Hippocrate, Brian Clement. Là, je me suis dit, c'est quand même trop incroyable, quoi. Parce que moi, je vis à la campagne, et voilà que par différents biais, tout me parle de l'Institut Hippocrate. Bon, je crois un peu aux signes quand même. Je crois quand même qu'on peut être guidé dans la vie. Et je dis, mais c'est pas possible. Je ne peux pas refuser cette opportunité. Alors même qu'à l'hôpital, on commençait déjà à traiter mon dossier et à vouloir m'envoyer la convocation pour les 15 jours qui allaient venir, je me suis dit, bon, on va faire autrement. Et on va aller à l'Institut Hippocrate. Je suis allée revoir mon médecin spécialiste. Je lui ai dit que je voulais partir aux États-Unis, faire un voyage. Et puis il me dit, madame, vous savez, hein, votre cas est sérieux, hein, il ne faut pas perdre de temps, c'est important. Je dis oui, mais là j'ai quelque chose à faire aux États-Unis et c'est aussi important. Alors très gentiment, il me dit, bon, madame, allez faire votre voyage, mais vous revenez me voir tout de suite après. Hein. Oui, monsieur, on fera ça. Je rentre chez moi et là je découvre que pour aller aux États-Unis, il faut un document qui s'appelle le CESTA, qui est l'équivalent d'un visa, que pour ça il faut un passeport à jour, et mon passeport était proche de sa date d'échéance, et pour aller aux États-Unis, ils n'acceptent pas les passeports qui sont en fin de validité. Donc je découvre que, il me faut prendre un vol pour aller aux États-Unis, que pour prendre ce vol, il me fallait un passeport, que pour le passeport, il me fallait le visa,
et je n'avais pas de passeport. Donc j'ai remué ciel et terre pour avoir en urgence un passeport. En 10 jours, j'avais mon passeport. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et entre le moment où j'ai pris ma décision, qui était un 9 mars, non, entre le moment où je me suis rendue à Paris pour assister à ce fameux colloque d'alimentation vivante, qui s'est déroulé sur un week-end, et le jour où je suis arrivée à l'Institut Hippocrate, il s'est passé un mois. Donc j'ai battu tous mes records d'efficacité, et sans trop savoir ce qui allait se passer pour moi, je suis arrivée à l'Institut Hippocrate, un peu tremblante, je dois le dire, parce que je ne comprenais rien. Puis là, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait autour. D'abord, j'ai trouvé que le lieu était vraiment beau, simple, beau, des bungalows qui étaient dans un parc magnifique, des lieux différents, comme des petites oasis, des lacs. C'était superbe. Pas superbe au sens où ce serait richissime, mais au sens où c'était très bien agencé dans la nature. Chacun avait son bungalow, c'était très beau. Déjà, ça m'a fait du bien de sentir que c'était un beau lieu. Et puis j'ai été accueillie et j'ai découvert aussi une très grande chance, c'est que parmi les gens qui viennent de tous les pays du monde, il faut le savoir ça, il y avait des Québécois. Ouf! Des gens qui parlaient un bon français, et ça m'a fait énormément de bien parce qu'il y avait 4 ou 5 personnes qui venaient du Québec, qui étaient très à l'aise évidemment avec l'anglais, l'américain, et qui m'ont permis d'avoir mon petit clan, d'être soutenue, de pouvoir avoir des fous rires, de pouvoir aussi avoir de l'information que parfois je ne comprenais pas, pour faire les différentes pratiques, les différents rendez-vous, y compris d'ailleurs des prises de sang qu'on nous faisait là-bas. Donc j'ai été rassurée petit à petit, je me suis sentie mieux, je me suis sentie que je pouvais me déstresser et participer à cette activité. Or, qu'est-ce que c'était comme activité? En réalité, on pourrait comparer ça à un lieu de cure thermale. Hein, on ne fait pas grand-chose d'autre que boire, manger, se reposer, faire un peu de sport, faire un peu de méditation si on en a envie, du qigong, des activités douces, des activités plus musclées pour ceux qui ont envie, et profiter pleinement de la nature et du soutien aussi de tout le monde. Honnêtement, j'ai adoré être là-bas. J'ai trouvé que c'était comme arriver dans une colonie de vacances un peu, hein, où on peut voilà, juste se faire du bien. Alors par contre, ça rigolait pas avec une certaine forme de discipline, parce que à quoi ça sert d'aller là-bas? Eh bien, c'est à entrer dans un processus où on va se soigner soi-même, où on va permettre à notre corps de changer de programme et d'entrer dans un processus d'auto-guérison. On est très 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 loin de la chimiothérapie. Là-bas, ils nous disaient, on ne prend pas de médicaments, on prend certains compléments alimentaires que eux nous préconisaient en fonction des types de pathologies, il y a des personnes qui étaient là. On se nourrit exclusivement de légumes frais, de graines germées, de jeunes pousses. On se fait des jus de légumes que l'on peut boire en quantité à volonté, 3-4 fois par jour. Et voilà, on boit quand même le super alicament, comme on dit lorsqu'on veut parler d'un aliment qui a des propriétés extrêmement bienfaisantes. C'est des jus d'herbe de blé. Jus d'herbe de blé, c'est quoi? On fait pousser du blé,
On attend que l'herbe ait poussé sur 10-15 centimètres. On coupe des petits fagots comme ça d'herbe de blé. On va les presser dans des extracteurs de jus et on va boire une toute petite quantité, un petit verre à liqueur, même pas, d'herbe de blé. C'est un concentré de verdure, de vitamines, de nutriments, à peu près tout ce qui peut exister, qui peut faire du bien à un corps, existe dans l'herbe de blé. Donc nous devions boire l'herbe de blé matin et soir. Ça, c'était pratiquement la seule chose obligatoire. Et bon, il faut quand même dire que c'est pas bon, mais pas bon du tout. Ça a une odeur assez agréable, un petit peu anisée, mais quand on le boit, c'est assez écœurant, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Et d'ailleurs, il y avait un lieu spécial en pleine nature qui s'appelait le Juice Bar, qui était spécialement dédié pour faire l'herbe de blé. Ça sentait à plein nez là-dedans. Tout le monde venait boire son herbe de blé, avec plus ou moins de sourires ou de grimaces. Hein. Mais voilà, c'était supposé être notre aliment, notre médicament de base. Sinon, on mangeait cru, des repas à l'heure fixe, et on se reposait, on faisait de la gym, on allait dans les piscines, et c'était tout. Donc, moi, je peux comparer ça à ce que font les gens qui vont en cure thermale, qui boivent de l'eau, qui ont des soins, et qui voilà, se reposent. Donc là, il n'y avait pas d'eau particulière, il y avait une eau très saine, je suppose, qui était sur l'ensemble du centre, et manger cru. Donc ça paraît assez incroyable quand même dans nos pays où on croit que pour chaque bobo, que chaque maladie, du plus simple au plus grave, il n'y a que les médicaments qui peuvent nous aider. Pour moi, ça a été une révélation. 3 semaines à l'Institut Hippocrate. Quand je suis revenue, c'était dur aussi de se retrouver tout seul à la maison. Puis de se dire, bon ben maintenant, va falloir le faire, va falloir continuer. Mais alors d'abord, je suis allée voir mon médecin, puisqu'il me l'avait dit. Et j'ai dit, monsieur, vous savez que je devais faire un voyage. Oui, 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 vous avez fait votre voyage. Bon, ben c'est bien, c'est bien. Oui, mais maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai fait aux États-Unis. Et je lui ai dit, j'ai ramené mes documents, c'est-à-dire mes examens du sang avant de partir et les examens de sang que l'on m'avait fait à l'Institut Hippocrate. En un peu plus de 15 jours, mes examens du sang étaient diamétralement différents. C'était incompréhensible. Et j'avais affaire à un dermatologue, c'est-à-dire un spécialiste du sang. Je lui ai montré, voilà. Il a regardé. Il dit, madame, je ne sais pas ce que c'est que cet institut. Je n'ai jamais entendu parler. Mais c'est la première fois que je vois ça. Waouh, j'étais quand même assez fière. Il fallait rentrer chez soi. Il fallait se demander par quel bout ça se prenait. Il fallait garder la confiance aussi. Et voilà comment j'ai entamé mon parcours de guérison depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai pris le temps qu'il fallait pour que ça décante, pour que je comprenne comment j'allais faire, pour faire mes modifications d'alimentation. Mais je mange cru. Aujourd'hui, je peux dire que je mange cru depuis presque 6 ans. Toute mon alimentation. Que je ne mange presque exclusivement que des légumes. Et que j'ai mis en place mes petites recettes, mes petites façons de faire. Et qu'en réalité, je me régale. Je peux montrer à qui veut le voir qu'on peut bien se nourrir, qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut être bon vivant en mangeant cru, en mangeant frais, en mangeant bio, en mangeant beau, puisque j'aime que ce soit beau.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais très enthousiaste évidemment d'avoir fait ce séjour, mais je reconnais que j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai réalisé que c'était pas forcément utile d'aller à l'Institut Hippocrate. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'ai mangé cru et j'ai appris quelles étaient les choses les plus importantes à faire. Et ces choses les plus importantes, on peut les faire chez soi. Donc il n'y a pas besoin d'aller faire des voyages coûteux ou des séjours coûteux à l'étranger. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ben, d'abord, euh, que c'est très important d'éliminer tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui est graisse, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est laitage, tout ce qui est gluten. Déjà, je crois qu'une fois qu'on a enlevé tout ce qui nous fait du mal, eh bien, au moins le corps se repose et peut se régénérer. Donc le plus important, c'est de libérer notre corps de tout ce qui lui fait du mal. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger le moins de sucreries possible, le remplacer par des fruits, le remplacer par des légumes, et se faire des jus de légumes. Un jus de légumes, ça demande un investissement de départ, qui est un extracteur de jus. Aujourd'hui, on peut en trouver vraiment à tous les prix. Avec un extracteur de jus, on a toute la substance d'un légume et on élimine les fibres. Ce qui permet d'absorber très rapidement tous les nutriments d'un légume sans que le corps ait besoin de faire le tri entre ce qu'il va être obligé de rejeter et ce qu'il va absorber. Donc c'est une digestion très simplifiée, directe, et qui nous amène massivement des apports nutritifs dans le sang. Ça, c'est très important. Donc boire entre un demi-litre et 1 litre de jus de légumes, autant que l'on peut en boire, surtout lorsqu'on est en période de maladie et de prise en main de sa guérison. Moi, je reconnais qu'aujourd'hui, j'en bois beaucoup moins et que mon alimentation crue me suffit et que je ne prends pas toujours le temps de me faire des jus de légumes en plus de mes repas. Par contre, si on est en phase de nettoyage du corps, en phase de guérison, c'est très important d'amener des apports de jus de légumes autant que l'on peut. Par contre, ça ne dispense pas de manger les aliments dans leur totalité, de manger les aliments avec leurs fibres, parce que c'est très important aussi pour notre corps d'avoir le bol alimentaire qui va passer dans l'estomac, dans les intestins, et qui va nous permettre une bonne évacuation. Donc, je n'ai pas un régime où je ne boirai que des jus. C'est très équilibré. Alimentation normale, de légumes, plus les jus. En réalité, pourquoi? C'est parce que dans notre société, nous croyons bien manger, mais en fait, nous mangeons pour nous faire plaisir et pour éprouver un sentiment de satiété. Et en fait, on ne s'intéresse pas vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe sur le plan métabolique, sur le plan de la nourriture cellulaire, et sur le plan de ce qui va permettre à notre corps de s'auto-guérir, de s'auto-entretenir, d'aller vers ce qu'on appelle l'homéostasie. On ne nous l'apprend pas, bien d'accord. Tout le monde ignore, finalement, à quoi ça sert de manger, à part d'ingérer quelques calories, ça on le sait. Les calories, il en faut pas trop. Bon. Mais les calories, ce n'est que de la substance, ce n'est que du carburant. Ce n'est pas la réalité de ce qui nourrit nos cellules. J'ai quand même appris ça à l'Institut Hippocrate. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a de très nombreux livres, il y a de très nombreux sites sur Internet où on peut apprendre tout ce qu'on devrait nous apprendre à l'école. On peut apprendre comment fonctionne notre corps, qu'est-ce qui lui fait de bien, qu'est-ce qui lui permet de ne pas tomber malade, qu'est-ce qui lui permet de ralentir le vieillissement, qu'est-ce qui lui permet de s'auto-régénérer. Mais moi, j'aurais bien voulu savoir ça bien avant.
Maintenant je le sais, je l'applique, j'en suis heureuse et j'en suis fière. Donc en réalité, c'est simple de se guérir naturellement. Manger des légumes le plus cru possible, le plus frais possible, éventuellement ajouter des graines germées que l'on peut faire chez soi. Moi j'en fais plein. Si on vit en ville, que l'on travaille, on peut aller les acheter au magasin bio. Ils sont frais, c'est très bon. Mais aussi c'est très facile à faire chez soi. Il suffit d'une petite boîte, d'un petit bocal, et on fait ses graines germées par soi-même. Un roulement, 3-4 jours, et on peut se faire d'énormes salades de graines germées. Là encore, c'est un concentré de substances nutritives, c'est un concentré de vitalité. Pourquoi? Parce qu'on ne nous apprend pas à manger des graines germées partout, tout le temps, sur toutes les tables, dans tous les foyers. C'est la base même de la vie. Une plante, elle commence par faire une graine qui pousse, qui fait une jeune pousse, et ensuite qui va évidemment grandir, devenir adulte pour elle-même avoir un processus de reproduction. Mais l'aliment, il est bon quand il est tout jeune, quand il est tout frais, quand il est en pleine croissance. Et là, ça nous permet d'avoir un apport nutritif excellent. En réalité, c'est très simple. Le plus difficile, c'est d'accepter de changer nos habitudes alimentaires. Ça, c'est dur. Parce qu'on est totalement construit sur la question de notre rapport à la nourriture, sur les goûts. On croit que nos goûts sont naturels, mais c'est pas vrai. Nos goûts, ils sont appris. Nous qui sommes français, nous avons certains goûts qui ne sont pas les mêmes que les Chinois, qui ne sont pas les mêmes que les Africains, qui ne sont pas les mêmes que les Suédois. Donc ce que l'on croit nous appartenir, en réalité c'est un apprentissage. Mais on y tient, c'est une identification. Et puis c'est une façon d'être en relation avec notre famille et avec les autres. Ça fait clan, ce que l'on mange, ce que l'on pense, ce que l'on fait. Donc le plus difficile, c'est d'accepter de faire différemment que le clan. Ça, je reconnais que c'est pas évident. Je l'ai fait. J'ai fait mon parcours et je l'ai partagé autant que j'ai pu. Chaque fois que je rencontre quelqu'un dans mon village, dans ma ville, je trouve que c'est juste de parler de ce que je fais. D'abord, je ne veux pas vivre de façon isolée. Et puis, je pense aussi que puisque moi, j'ai eu la chance de découvrir cette possibilité, je souhaite que les autres le sachent aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me croyais bien portante, alors que je ne l'étais pas, mais j'étais tout le temps fatiguée. Je ressentais vraiment de la fatigue inexpliquée. Et ensuite, lorsque l'on m'a diagnostiqué le lymphome, on m'a dit ben, c'est normal, c'est un des symptômes caractéristiques, ces états de fatigue. Bon. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'à peine j'ai commencé à changer mon alimentation, peut-être pas dans les jours, mais dans les quelques semaines qui ont suivi, je me suis rendu compte que je ne sentais plus cette fatigue. Je ne pouvais pas penser que j'étais guérie en 3 semaines, hein, je ne l'ai jamais cru. Hein. Mais il n'empêche que ce sentiment de fatigue, cette sensation de fatigue, je ne la ressentais plus. Donc il y a bien quelque chose qui a changé. Et la seule chose qui avait changé, c'était mon alimentation. Alors à partir de quand je peux dire que j'ai été guérie? C'est pas facile à savoir, parce que par définition, cette maladie, elle est diffuse. Mais j'avais demandé à être suivie médicalement. Pas de médicaments, mais les examens réguliers.
D'ailleurs, les médecins étaient tellement inquiets sur mon cas qu'on m'a fait faire des prises de sang tous les 15 jours pendant 1 an. C'est dire qu'ils pensaient que mon cas était grave. J'étais classée en stade 4 quand même. C'est le plus grave. L'année d'après, ils m'ont dit, bon, peut-être les prises de sang tous les trimestres. Vous avez l'air d'aller bien. Oui, je vais bien. Tous les trimestres. L'année d'après, on m'a fait faire les prises de sang 2 fois dans l'année. Mais par contre, tous les ans, ou tous les 6 mois, j'avais un scanner. Et les scanners ont montré que petit à petit, tous les nodules diminuaient, devenaient de plus en plus petits, et certains ont disparu. Donc ça s'est fait au fil du temps. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans. Les derniers scanners que j'ai eus disaient que j'avais un micronodule qui reste à l'abdomen. Tous les autres sont considérés comme inexistants ou totalement inoffensifs. On m'a fait un deuxième prélèvement de moelle 1 an après le premier, c'est-à-dire en gros 8 mois après que je sois allée à l'Institut Hippocrate et que j'ai commencé mon changement alimentaire. Et à ce moment-là, on m'a dit qu'il y avait encore des lymphocytes diffus dans ma moelle osseuse. Diffus, ça voulait dire épars, ça voulait dire qu'il y en avait beaucoup moins que 1 an plus tôt. Ça, c'était énorme déjà. C'est-à-dire que j'avais la preuve que mon corps avait changé et qu'il se régénérait. J'ai pas eu un document me disant vous êtes guéri à ce moment-là, évidemment. Mais aujourd'hui, ça fait 5 ans. Et les médecins suivent de façon très assidue les gens qui ont des maladies cancéreuses pendant 5 ans. Ceux qui ont eu des chimiothérapies. Mais moi, j'avais demandé à être suivie comme si j'avais eu la chimio. Ce qui fait que le dernier examen que j'ai eu à l'hôpital, on m'a déclaré en parfaite santé. J'ai eu la copie d'une lettre qui a été adressée à mon médecin traitant, où on dit que madame, qui avait telle et telle et telle pathologie, aujourd'hui est dans un état de santé parfait, les examens totalement satisfaisants, et à peu près aucun risque de rechute ne peut être envisagé. Je crois que je ne peux pas avoir de meilleur diplôme que ce document, qui ne parle pas de guérison, parce que en matière de cancer, les médecins ne veulent jamais utiliser le mot de guérison, parce qu'ils pensent qu'une rechute est toujours possible. Bon, alors admettons-le, mais moi je me dis, si mon corps a été capable de se guérir par lui-même, je vois pourquoi aujourd'hui ou demain, il laisserait une nouvelle place au cancer. Donc je suis extrêmement optimiste, je me porte mieux que jamais et je suis très heureuse de pouvoir partager ça. Je crois vraiment que l'alimentation a une part très importante, puisque c'est quand même par ce biais-là que l'on nourrit notre corps, notre charpente. C'est très important. Par contre, je suis convaincue qu'il y a une origine psychique ou environnementale à nos maladies. Dans mon cas, je suis convaincue que c'était une origine psychique, émotionnelle. J'ai eu une vie professionnelle assez brillante, on pourrait le dire, mais aussi stressante. Je me suis remise en cause constamment. C'était pas toujours facile.
J'ai vécu des épisodes de vie, de deuil ou de séparation, que j'ai vécu souvent très seule. Et je suis persuadée que ça a été à l'origine de ma maladie cancéreuse. Ça, j'en suis certaine. Le fait d'avoir choisi de changer d'alimentation, ça veut dire de décider de prendre en main ma vie, a changé mon psychisme et m'a redonné de l'enthousiasme, m'a redonné de l'envie de vivre comme en défi aussi, et m'a redonné l'émerveillement de me connecter à la vie, à travers l'alimentation vivante, mais aussi à travers, voilà, de voir que les plantes nous nourrissent, que les plantes sont vivantes, que les plantes font partie de nous, que nous sommes partie de la nature. Ça m'a aidé à me reconnecter à moi-même, à mon enthousiasme et à la nature. Donc c'est certainement aussi important que la nourriture. D'ailleurs, il y a des gens qui se guérissent sans changer vraiment d'alimentation, mais en changement de psychisme, en changeant de mode de vie. Il y en a qui partent faire le tour du monde en bateau. Donc oui, le corps ne vit pas sans l'esprit, et il faut que notre esprit soit totalement axé sur le positif, sur l'amour de la vie, pour que la guérison se fasse effectivement. En fait, ce lymphome m'avait lancé un défi d'aimer la vie, de découvrir que je l'aimais encore plus que je ne croyais, et de m'aimer moi-même. Et pour ça, il fallait que je porte ma propre vie et que je choisisse la santé.